Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour, ce demi-module de santé publique est consacré aux risques sanitaires. Il s'organise en 4 chapitres théoriques auxquels vont s'ajouter 2 chapitres d'exercices. Le premier chapitre est consacré à l'épidémiologie descriptive. Nous aborderons successivement le concept de risque sanitaire, nous tenterons de définir l'épidémiologie, ensuite nous verrons les mesures de risque et d'incidence, puis la standardisation des mesures d'incidence. Commençons avec la notion de risque sanitaire. Dans le langage courant, le risque est un terme de sens commun variable, mais il associe toujours la notion de danger et la notion d'aléa. Pour les scientifiques, le concept de risque n'est pas univoque et il varie en fonction des disciplines, par exemple pour les mathématiques, la finance, la technologie et la psychologie. Toutes ces définitions sont données à titre indicatif et elles ne sont pas à connaître pour les preuves de SSH. Une définition simple du risque en santé publique est la probabilité de survenue d'un événement attribuable à un danger pour les individus d'une population. Le risque est une notion quantitative et probabiliste. C'est une notion pertinente au niveau d'une population et pas forcément au niveau d'un individu. Le risque est à distinguer du danger. Le danger est une notion qualitative. C'est la propriété intrinsèque de nuire à la santé que possède un agent physique, chimique ou biologique. Le danger est une menace potentielle qui peut donner lieu à un risque sanitaire. Le risque sanitaire est la concrétisation d'un danger, mais tous les dangers ne constituent pas forcément des risques sanitaires. Par exemple, le tabac est un danger qui donne lieu, via le tabagisme actif ou passif, à un risque de cancer bronchique. La définition du risque sanitaire étant posée, voyons rapidement en quoi consiste l'évaluation des risques sanitaires. L'évaluation d'un risque sanitaire, c'est la démarche scientifique visant à caractériser un risque pour la santé associé à l'exposition à un agent physique, chimique ou biologique. L'évaluation des risques sanitaires mobilise à différents niveaux les méthodes et les outils de 2 disciplines scientifiques que sont la toxicologie et l'épidémiologie. Notez bien qu'il existe d'autres disciplines qui peuvent être mobilisées dans l'évaluation des risques sanitaires, par exemple la microbiologie pour les agents infectieux, la physique pour les radiations ionisantes. La toxicologie analyse la réponse des organismes vivants exposés à des agents. Les effets toxiques d'un agent sont liés d'une part à la concentration et à la durée pendant laquelle cet agent est présent dans l'organe ou le tissu cible, et d'autre part à l'interaction de cet agent avec un constituant de l'organisme, par exemple une membrane cellulaire, un enzyme ou la molécule d'ADN. La toxicocinétique est la partie de la toxicologie qui décrit l'évolution de la concentration de l'agent dans un organe ou un tissu cible au cours du temps. Pour cela, la toxicocinétique s'intéresse notamment aux processus d'absorption, de distribution, de transformation et d'élimination de l'agent étudié dans l'organisme. La toxicodynamie, quant à elle, est la partie de la toxicologie qui traite des mécanismes moléculaires impliqués dans les effets toxiques de l'agent. Les données de la toxicologie peuvent apporter la preuve expérimentale de la nocivité d'un agent, c'est-à-dire du caractère dangereux d'un agent. Néanmoins, les preuves de la nocivité d'un agent sont presque toujours apportées chez l'animal dans un contexte expérimental. On ignore si les preuves de la nocivité de l'agent pour l'animal sont transposables à l'homme. Enfin, lorsque les preuves de la nocivité d'un agent sont apportées chez l'homme, c'est souvent dans des situations d'exposition exceptionnelles. Et on ignore alors si les preuves de la nocivité apportées chez l'homme dans ces conditions exceptionnelles sont transposables au niveau d'exposition habituel. Par exemple, en Inde, en 1984, est survenue une catastrophe industrielle résultant de l'explosion d'une cuve de pesticides. Un nuage d'isocyanate de méthyle s'est rapidement propagé et a conduit au décès de 3500 personnes en 3 jours. Cela démontre la nocivité aiguë de l'isocyanate de méthyle à des concentrations exceptionnellement élevées. Mais dans la vie courante, la plupart des sujets étaient exposés à des concentrations beaucoup plus faibles et surtout de façon chronique. La question qui reste posée,
c'est peut-on légitimement transposer la toxicité de l'isocyanate de méthyle mise en évidence lors de la catastrophe de Bhopal à une exposition chronique et à beaucoup plus faible dose. L'autre discipline qui contribue à l'évaluation des risques sanitaires est l'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est une discipline scientifique qui étudie les relations entre les expositions à des agents et la santé. Les études épidémiologiques sont réalisées sur des groupes de sujets. Elles mettent en évidence les effets moyens des agents qu'on ne peut pas déceler à l'échelle individuelle du fait de la variabilité inter- et intra-individuelle de la réponse. Rappelez-vous les notions de variabilité que vous avez vues en statistique au cours du premier semestre. L'épidémiologie s'intéresse à l'effet global de l'agent, c'est-à-dire à la survenue d'un événement de santé, par exemple la maladie, un cancer ou le décès, sans analyser les mécanismes biologiques qui ont conduit à cet événement. Le principal avantage de l'épidémiologie, c'est de ne pas nécessiter une analyse fine de ces mécanismes biologiques pour faire progresser les connaissances sur la nocivité des agents. En revanche, l'épidémiologie a un côté boîte noire qui limite la portée de ses résultats. C'est ce que tente de représenter cette figure. Si l'épidémiologie se limite à mettre en évidence une association entre un agent et un événement de santé, par exemple une maladie au niveau d'une population, rarement l'épidémiologie pourra répondre à la question des mécanismes en cause qui lient l'agent étudié à la maladie. On avait vu qu'au contraire, la toxicologie définit finement ces mécanismes en cause dans l'apparition de la maladie. Par contre, la toxicologie se trouve démunie pour mettre en évidence une relation entre l'agent et la maladie en dehors d'un cadre expérimental ou de catastrophe exceptionnelle. L'évaluation du risque encouru par une population soumise à une exposition actuelle ou future passe par une démarche formalisée en 4 étapes. La première étape est l'identification du danger. La seconde étape est l'estimation de l'existence d'une relation dose-effet. La troisième étape est l'estimation des expositions. Enfin, la quatrième étape est la caractérisation du risque. Nous allons voir dans les diapositives suivantes chacune de ces 4 étapes. L'identification du danger s'appuie sur l'épidémiologie et sur la toxicologie. Les deux disciplines sont complémentaires et comportent tous deux des limites, nous l'avons vu. Les études épidémiologiques, notamment, demandent du temps pour produire leurs résultats lorsqu'elles sont prospectives. L'information sur les niveaux d'exposition sont aussi imprécis lorsque les études épidémiologiques sont rétrospectives. On reviendra plus en détail sur les notions de prospectif et rétrospectif dans le chapitre 3. Les études toxicologiques, quant à elles, permettent d'objectiver la nocivité de l'agent, mais à des doses souvent beaucoup plus élevées que celles observées dans la réalité, et surtout le plus souvent chez l'animal, ce qui pose le problème de la transposition des effets à l'homme. La seconde étape de la démarche d'évaluation des risques sanitaires consiste à tester l'existence d'une relation dose-effet. Si la nocivité de l'agent a été prouvée à l'étape 1, encore faut-il vérifier que cette nocivité existe à des expositions aux doses rencontrées habituellement. On distingue généralement les effets déterministes des effets stochastiques d'un agent. Vous avez déjà vu ces notions en biophysique dans le cours consacré aux effets biologiques des rayonnements ionisants. L'effet déterministe correspond au fait que la gravité est fonction de l'exposition. L'exemple le plus simple est la brûlure. Au-dessus d'un certain seuil, la gravité de la brûlure est fonction de l'intensité de la source de chaleur. L'effet stochastique correspond au fait que la fréquence, mais pas la gravité, est fonction de l'exposition. Un exemple, c'est le cancer. La troisième étape de la démarche d'évaluation des risques consiste à estimer les niveaux d'exposition à l'agent dans la population. Cette démarche vise à quantifier le plus précisément possible l'exposition à l'agent au niveau de la population, au niveau de sous-groupes particuliers de la population, caractérisés par exemple par leur âge, leur sexe, etc. Cette étape fait appel aux mesures sur le terrain, à la modélisation de la distribution spatiale de l'agent et enfin à l'analyse des comportements des individus, par exemple l'analyse des déplacements professionnels. Enfin, la quatrième étape est la caractérisation du risque et consiste à la synthèse des 3 étapes précédentes. Elle permet d'estimer le risque individuel selon le niveau d'exposition à l'agent ou le risque collectif au niveau de la population entière.
L'objectif de l'évaluation des risques sanitaires est d'apporter une information scientifique, objective aux décideurs. En pratique, la démarche d'évaluation du risque sanitaire repose en grande partie sur l'extrapolation des effets liés aux hautes doses aux situations d'exposition à des plus faibles doses. On dispose rarement de données permettant de valider ces extrapolations. Pour clore cette partie, je dirais quelques mots sur la gestion du risque sanitaire. La gestion du risque sanitaire, c'est le processus de prise de décision intégrant les résultats de l'évaluation du risque à d'autres considérations, par exemple des considérations sociales, économiques ou politiques. Cette décision est guidée par 4 principes que sont le principe de prévention, le principe de précaution, le principe de proportionnalité et le principe d'équité. Le principe de prévention consiste à agir sur un agent dont le caractère dangereux est avéré pour réduire l'incidence d'un risque sanitaire à l'échelle de la population. Le principe de prévention peut s'adresser soit au comportement, il s'agira par exemple des campagnes d'éducation à la santé pour réduire les nouvelles infections par le VIH, soit s'adresser aux produits ou aux activités qui constituent la source du risque. Il s'agira par exemple de mesures réglementaires de désamiantage ou de la suspension de l'importation de produits susceptibles de contenir la mélamine. Dans ces 2 derniers exemples, la prévention devrait conduire à l'éradication du risque si elle est universelle. Les mesures de prévention sont fondées sur la connaissance des agents à l'origine d'un risque avéré. Le second principe est le principe de précaution. Il concerne non plus des risques avérés, mais des dangers soupçonnés de se réaliser en risque. Le principe de précaution diffère du principe de prévention par l'incertitude qui concerne le caractère nocif d'un produit ou d'une activité. Il s'agira par exemple de l'utilisation des téléphones portables, de la présence de taurine dans une boisson énergisante ou de la consommation d'organismes génétiquement modifiés. Le principe de proportionnalité correspond au fait que les mesures de prévention ou éventuellement de précaution doivent être proportionnées aux risques sanitaires qu'on tente de prévenir. Par exemple, faut-il simplement éloigner les antennes relais des écoles et des habitations? Il s'agirait ici d'une décision proportionnée. Ou alors, faut-il supprimer toutes les antennes relais? Il s'agirait probablement ici d'une décision disproportionnée. Enfin, le principe d'équité correspond au fait que la décision doit être équitable pour les différentes parties concernées par le risque: la population, le fabricant, l'exploitant. Le principe d'équité a été évoqué lorsqu'on a tenté de suspendre la commercialisation des boissons qui contenaient de la taurine. S'opposer au principe de précaution, les intérêts du fabricant. Vous avez compris dans cette introduction que l'épidémiologie occupait une place importante dans la production de connaissances sur les risques sanitaires encourus par les populations. Cela explique la place qui lui est accordée dans l'enseignement des professions de santé. L'épidémiologie est la discipline scientifique qui étudie la distribution des événements de santé et leurs déterminants dans les populations humaines. L'épidémiologie descriptive décrit la distribution spatiale ou temporelle des états de santé dans les populations humaines. Elle produit des mesures de risque et des mesures d'incidence. L'épidémiologie analytique ou étiologique identifie, quantifie, interprète le lien entre une exposition ou un facteur de risque et un événement de santé, une maladie par exemple. L'épidémiologie étiologique produit des mesures d'association. On verra l'épidémiologie étiologique dans le chapitre 3 de ce module. Notez que selon le contexte, un événement de santé peut désigner une maladie, la complication d'une maladie, le décès, ou parfois même un signe mineur ou le simple déplacement d'une valeur biologique de référence. Abordons maintenant les mesures de risque et les mesures d'incidence qui sont utilisées en épidémiologie descriptive. En épidémiologie, les mesures qui caractérisent la distribution des états de santé dans les populations englobent d'une part les mesures de risque, c'est-à-dire la probabilité d'être ou de devenir malade, ou éventuellement de décéder, et les mesures d'incidence qui indiquent la vitesse d'apparition des nouveaux cas de la maladie, on parle de taux d'incidence, ou des décès, on parle de taux de mortalité. La prévalence est la façon la plus simple de mesurer la fréquence d'une maladie dans une population.
c'est une mesure de risque. C'est la proportion de malades présents dans une population à un instant donné. La prévalence est calculée par le rapport de l'effectif des sujets malades sur l'effectif total des sujets de la population, donc malades et non malades, à un instant donné. La prévalence est une proportion, c'est-à-dire que le numérateur est inclus dans le dénominateur. Je vous renvoie à l'annexe 1 sur les outils de calcul en épidémiologie. La prévalence est comprise entre 0 et 1, ou entre 0 et 100% si on s'exprime en pourcentage. Par exemple, les enquêtes de prévalence des infections nosocomiales, conduites un jour donné dans les établissements de santé, estiment la proportion de patients ayant une infection acquise à l'hôpital parmi tous les patients présents le jour de l'enquête. La notion d'instant donné est à prendre au sens large. L'instant donné correspond à la période pendant laquelle l'étude est effectuée. Il faut que cette durée d'enquête soit négligeable par rapport à la durée de la maladie. La prévalence intègre deux dimensions de la maladie. Elle intègre premièrement la durée de la maladie et deuxièmement la vitesse d'apparition des nouveaux cas de la maladie. Une diminution de la prévalence de la maladie entre deux études successives peut refléter soit une diminution de la vitesse d'apparition des nouveaux cas de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a moins de nouveaux malades, soit une diminution de la durée de la maladie. Et cette diminution de la durée de la maladie peut être liée à une guérison plus précoce ou alors à la survenue de décès plus précoces. Lorsque la prévalence est estimée sur un échantillon, l'estimateur ponctuel, noté PO, doit être encadré d'un intervalle de confiance. La prévalence étant une proportion, les bandes de l'intervalle de confiance sont calculées en utilisant la formule de l'intervalle de confiance une proportion qui a été vue dans le cours de statistique sur l'estimation de M. Cinquin au premier semestre. Dans cette formule, Z alpha est la valeur lue sur un tas de la loi normale centrée réduite qui correspond à alpha. Pour un intervalle de confiance à 95%, alpha est égal à 5% ou 0,05 et la valeur correspondante de Z est 1,96. La formule de l'intervalle de confiance n'est pas à savoir pour le concours. Le taux d'incidence de la maladie est la vitesse d'apparition de nouveaux cas de la maladie au cours d'un intervalle de temps. Le taux d'incidence se calcule par le rapport de l'effectif de nouveaux cas apparus dans un intervalle de temps sur l'effectif cumulé de personnes temps susceptibles de produire des nouveaux cas pendant ce même intervalle. L'effectif de personnes temps est la somme des durées pendant laquelle les sujets sont susceptibles de produire des nouveaux cas. Le taux d'incidence n'est pas une probabilité ou une proportion. La valeur du taux d'incidence est exprimée en nombre de nouveaux cas par personne temps. Concernant la notion de personne temps, il faut toujours garder à l'esprit que seule une personne non malade peut produire un nouveau cas de la maladie pendant tout ou partie de l'intervalle de temps. Une personne temps, c'est une personne multipliée par son temps de suivi. Le temps de suivi s'arrête soit à l'apparition de la maladie, soit à la fin de l'étude, soit au moment du décès du sujet, soit au moment où le sujet est perdu de vue, en raison par exemple d'un déménagement. L'unité de mesure des personnes temps la plus fréquemment utilisée en épidémiologie est la personne année. Une personne année correspond à la durée de suivi de une personne non malade pendant 1 an. Si cette personne n'est pas malade pendant l'année de suivi, elle aura été susceptible de produire un nouveau cas de maladie pendant 1 an. Une personne année correspond aussi à la durée cumulée de suivi de 2 personnes non malades pendant 6 mois. Il pourrait s'agir par exemple de personnes décédées au bout de 6 mois de suivi. Elles ne peuvent plus produire de nouveaux cas de la maladie après leur décès. Il pourrait aussi s'agir de personnes présentant la maladie au bout de 6 mois de suivi. Elles ne peuvent plus produire de nouveaux cas de maladie après la survenue de la maladie. Une personne année correspond aussi à la durée cumulée de suivi de 3 personnes non malades pendant 4 mois ou de 4 personnes non malades pendant 3 mois, etc. On peut examiner ce tableau pour vérifier qu'on a assimilé la notion de personne temps. La première colonne du tableau indique la date d'inclusion dans l'étude. Par exemple le 1er janvier 2009 pour le premier sujet. La seconde colonne du tableau indique la date des dernières nouvelles,
il s'agissait du 31 décembre 2009, c'est-à-dire la fin de l'étude pour le premier sujet. La troisième colonne indique le statut du sujet à la date des dernières nouvelles. Ce sujet était sain, c'est-à-dire indemne de la maladie. La quatrième colonne indique la durée de suivi du sujet. 1 an pour le premier sujet, c'est-à-dire le 31 décembre moins le 1er janvier. La cinquième colonne indique si le sujet a produit un nouveau cas de la maladie. Le premier sujet de ce tableau n'a pas produit de nouveau cas de la maladie puisqu'il était sain à la date des dernières nouvelles. Le premier sujet de ce tableau a donc contribué à une personne année, c'est-à-dire une personne multipliée par sa durée de suivi, 1 an. Examinons maintenant le second sujet. Il est inclus le 1er janvier 2009 et est suivi jusqu'au 30 juin 2009. Il était indemne de la maladie au 30 juin 2009, c'est-à-dire à la date de ses dernières nouvelles. Ensuite, ce sujet est perdu de vue. Il a donc contribué à 0,5 personnes année. Examinons le troisième sujet. Il est aussi inclus au début de l'étude, le 1er janvier 2009, et est malade le 30 septembre 2009. Il a donc produit un cas de la maladie. Sa durée de suivi avant d'être malade s'étend du 1er janvier au 30 septembre 2009, soit 3/4 d'année. Il a donc contribué à un nouveau cas de la maladie et 0,75 années. Dans cette petite cohorte de sujets est apparu un nouveau cas de la maladie et au total 3,5 personnes années. Lorsque le taux d'incidence est estimé sur un échantillon, l'estimateur ponctuel, noté TI-O, O pour observer, doit être encadré d'un intervalle de confiance. Les bornes de l'intervalle de confiance d'un taux d'incidence sont égales à l'estimation ponctuelle du taux d'incidence, plus ou moins Z alpha, que multiplie la racine carrée du nombre de nouveaux cas divisé par le carré de l'effectif de personnes temps. Z alpha est là aussi la valeur lue sur la table de la loi normale centrée réduite correspondant à alpha. Je vous rappelle ici encore une fois qu'il n'est pas nécessaire de connaître cette formule pour l'examen de fin d'année. Il est plus important pour vous de savoir lire un taux d'incidence. Cette diapo illustre l'utilisation du taux d'incidence pour différents cancers de la femme en 2005. Voyez que les taux d'incidence sont exprimés pour 100 000 personnes années en abscisse. Le premier cancer féminin en termes de taux d'incidence était le cancer du sein en France en 2005, avec un taux d'incidence de 101 nouveaux cas pour 100 000 personnes années. Cette diapositive, qui est donnée aussi à titre d'exemple, montre l'évolution croissante du taux d'incidence du cancer du sein chez la femme entre 1980 et 2005. Le risque de maladie est la probabilité de devenir malade au cours d'un intervalle de temps compris entre t et t plus delta t. Comme toute probabilité, le risque de maladie compris entre 0 et 1, ou éventuellement 0% et 100%. Dans une population fermée, c'est-à-dire sans entrée ni sortie d'individus pendant l'intervalle, le risque de maladie est égal au rapport de l'effectif de nouveaux cas de la maladie apparus dans l'intervalle, divisé par l'effectif de sujets non malades au début de cet intervalle. Dans une population ouverte, c'est-à-dire avec entrée ou sortie de sujets au cours de l'intervalle, le risque de maladie pendant l'intervalle de temps est égal à 1 moins l'inverse de l'exponentielle du taux d'incidence multiplié par la durée de l'intervalle. Cette formule n'est valable que si le taux d'incidence est constant au cours de l'intervalle. Si l'intervalle t plus delta t est long, le taux d'incidence est susceptible d'augmenter avec l'âge. Dans ce cas, on découpera l'intervalle en intervalles plus petits sur lequel on est sûr que le taux d'incidence est constant. Lorsqu'on s'intéresse non plus à la survenue d'une maladie, mais à la survenue des décès, on parle de mortalité. Le taux brut de mortalité est le taux d'incidence des décès. Il se calcule de la même façon que le taux d'incidence d'une maladie. Le taux de mortalité s'exprime en nombre de décès par personne année. En pratique, il arrive souvent qu'on ne puisse pas calculer précisément l'effectif de personnes années dans l'intervalle t plus delta t. Sous l'hypothèse que les décès se répartissent uniformément au cours de cet intervalle, on approxime l'effectif de personnes temps par la moyenne de l'effectif de sujets vivants en début et en fin d'intervalle. Par exemple, en 2005,
il y a eu approximativement 500 000 décès. On va approximer l'effectif de personnes temps en faisant la moyenne de l'effectif de la population vivante le 1er janvier et le 31 décembre 2005, soit environ 60 millions de sujets vivants au 1er janvier, plus 60 millions de sujets vivants au 31 décembre, divisé par 2, c'est-à-dire au total 60 millions de personnes années. On fait ici l'hypothèse que les décès se répartissent de manière homogène sur l'année. Lorsqu'on s'intéresse à une cause particulière de décès, le taux brut de mortalité pour cette cause est égal au nombre de décès dus à cette cause divisé par l'effectif de personnes temps susceptibles de décéder pendant cet intervalle. Il peut s'agir par exemple du taux de mortalité par cause cardiovasculaire. Il ne faut pas confondre la notion de taux brut de mortalité due à une cause de décès avec le taux de mortalité spécifique d'un sous-groupe qu'on voit dans la diapo suivante. La mortalité peut être étudiée dans différents sous-groupes de la population. Les taux de mortalité calculés par sexe, ou par classe d'âge, ou par catégorie socio-professionnelle sont appelés taux spécifiques de mortalité. On peut calculer par exemple le taux spécifique de mortalité des hommes de la classe d'âge 55-64 ans. Ce tableau résume les 3 taux de mortalité qui ont été vus dans ce chapitre. Le taux brut de mortalité comporte au numérateur tous les décès, et il comporte au dénominateur toutes les personnes temps. Il s'agit par exemple du taux brut de mortalité en France en 2009. Le taux brut de mortalité pour une cause comporte au numérateur tous les décès pour cette cause, et il comporte au dénominateur toutes les personnes temps. Il s'agit par exemple du taux brut de mortalité de cause cardiovasculaire en France en 2009. Enfin, le taux spécifique de mortalité comporte au numérateur tous les décès pour un sous-groupe de sujets et au dénominateur toutes les personnes temps de ce sous-groupe de sujets. Il s'agit par exemple du taux spécifique de mortalité pour les hommes de la classe d'âge 50 à 64 ans en France en 2009. Comme pour le risque de maladie, le risque de décès est la probabilité de décéder au cours d'un intervalle. Comme toute probabilité, le risque de décès est compris entre 0 et 1 et il se calcule exactement comme le risque de maladie. La létalité est un cas particulier du risque de décès. La létalité, c'est la proportion de décès au cours d'un intervalle de temps parmi les personnes atteintes de la maladie au début de cet intervalle. On parlera par exemple la létalité de la grippe H1N1. Abordons maintenant les problèmes de standardisation des mesures d'incidence ou des mesures de mortalité. On verra la standardisation directe et la standardisation indirecte. Il n'est pas pertinent de comparer directement les taux bruts de mortalité entre deux populations de structures d'âge différentes. La même remarque vaut pour la comparaison du taux d'incidence d'une maladie entre deux populations de structures d'âge différentes. Le taux brut de mortalité est plus élevé dans les populations les plus âgées. Si on compare le taux brut de mortalité de deux populations dont la structure d'âge est différente, on démontrera simplement que la population la plus âgée a la mortalité la plus élevée. Mais cela ne préjuge en rien de l'état de santé de cette population plus âgée. Il faut donc comparer la mortalité en s'affranchissant de la structure d'âge. On dispose pour cela de deux méthodes, la standardisation directe et la standardisation indirecte. La standardisation directe, aussi appelée méthode de la population type, consiste à calculer un taux standardisé de mortalité en pondérant les taux spécifiques de mortalité pour chaque classe d'âge par la structure d'âge d'une population de référence. On utilise donc les classes d'âge d'une population de référence, c'est pour ça qu'on parle de méthode de la population type. La structure d'âge de la population de référence peut être celle de la population nationale lorsqu'on compare la mortalité de deux régions ou de deux départements. Ça peut être la structure d'âge de la population européenne lorsqu'on compare la mortalité de deux pays européens, ou alors celle de la population mondiale lorsqu'on compare la mortalité de deux pays ou deux continents. La standardisation indirecte, aussi appelée méthode de la mortalité type, consiste à calculer
le rapport du nombre de décès observés sur le nombre de décès attendus si on appliquait les taux spécifiques de mortalité d'une population de référence. Ce rapport est désigné dans la littérature internationale par le SMR pour Standardized Mortality Ratio. Le nombre de décès attendus est calculé par le produit pour chaque classe d'âge du taux spécifique de mortalité dans la population de référence par l'effectif de cette classe d'âge dans la population observée. Si le SMR est supérieur à 1, il y a une surmortalité dans la population observée par rapport à la population de référence, et ceci indépendamment de la structure d'âge. A l'inverse, un SMR inférieur à 1 traduit une sous-mortalité dans la population observée par rapport à la population de référence, toujours indépendamment de la structure d'âge. Cette diapositive résume les caractéristiques de la standardisation directe versus standardisation indirecte. Retenez que la standardisation directe ou méthode de la population type consiste à multiplier le taux spécifique observé dans la classe d'âge I par la part de la classe d'âge I dans la population de référence. Dans la standardisation indirecte ou méthode de la mortalité type, l'effectif de décès attendu est égal au produit de l'effectif de la classe d'âge I dans la population observée, multiplié par le taux de mortalité spécifique de cette classe d'âge dans la population de référence. La standardisation directe a l'avantage d'estimer un taux standardisé de mortalité. En revanche, elle nécessite de disposer d'une population type répartie par classe d'âge par exemple. Elle nécessite de connaître la mortalité spécifique par âge de la population observée. Et les taux spécifiques de mortalité doivent être robustes dans la population observée. Cela peut poser un problème pour les petites populations, par exemple au niveau d'un département très peu peuplé en France ou au niveau d'un canton. A l'inverse, la standardisation indirecte comporte comme avantage qu'elle ne nécessite pas de connaître les taux spécifiques de mortalité. Elle permet de travailler sur des tout petits effectifs. En revanche, parmi ces limites, on notera que la standardisation indirecte ne permet pas de connaître un taux standardisé de mortalité. La standardisation indirecte permet simplement de calculer un SMR. Enfin, notez que la standardisation indirecte nécessite de disposer d'une mortalité type dans une population de référence. Voilà, nous avons fini avec ce chapitre. Donc les notions que vous devez retenir et que vous devez savoir utiliser sont la prévalence, la notion de taux d'incidence, la notion de personne-temps ou personne-année, le risque de maladie ou de décès, les trois taux de mortalité qui ont été vus, le taux de mortalité brut, spécifique et le taux de mortalité pour une cause, et enfin connaître les principes de la standardisation directe et de la standardisation indirecte. Je vous rappelle encore une fois que les formules qui ont été données pour le calcul des intervalles de confiance ne sont pas à connaître pour l'examen de la fin d'année. Enfin, je vous invite à faire rapidement les exercices du chapitre 2.